On le voit tous les jours, notre langue change à une vitesse folle, complètement transformée par le numérique. De nouvelles expressions, des abréviations, de nouvelles manières de parler, tout ça apparaît constamment, et ça façonne pas seulement nos mots, mais aussi nos identités et la façon dont on forme des communautés. Alors, regardez ça. C'est frappant. D'un côté, le français qu'on pourrait qualifier de formel, bien structuré. De l'autre, le langage du chat. C'est direct, c'est phonétique, on dirait presque un code secret. Et ce n'est pas juste une simplification, non. C'est bien plus que ça. C'est une véritable réinvention de l'écrit pour le faire sonner comme si on parlait. La vraie question, c'est comment on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'Internet est devenu cette espèce de laboratoire géant pour la langue? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en décortiquant les mécanismes de cette transformation. Allez, on plonge dedans. Et on va commencer par ce qui saute aux yeux, évidemment, les mots. Tous ces nouveaux termes, ces orthographes un peu folles qui apparaissent sans arrêt. Bon, ces exemples, ça doit parler à pas mal de monde, non? OKLM pour au calme, bien sûr. Les mots qu'on étire pour insister, comme stupli, si, ou l'écriture phonétique comme rondifaux. Et ce qui est fascinant, c'est de voir des mots qu'on connaît déjà changer complètement de sens. Quand quelqu'un écrit « je suis mort », ce n'est évidemment plus une question de vie ou de mort, ça veut juste dire que quelque chose était incroyablement drôle. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est juste pour aller plus vite. Loin de là, cette citation le dit très bien. On parle d'une vraie vitalité créative. En fait, le langage en ligne, c'est devenu un immense terrain de jeu. Une manière d'exprimer qui on est, de mettre un peu de sa personnalité dans ce qu'on écrit. Ok, donc c'est créatif, c'est ludique, mais la question c'est comment ça se propage aussi vite? C'est quoi le moteur derrière cette diffusion virale? Pendant longtemps, les linguistes ont imaginé l'évolution des langues comme un arbre, vous savez, avec des branches qui se séparent pour de bon. Sauf qu'avec Internet, ce modèle ne tient plus la route. Aujourd'hui, on parle plutôt du modèle des vagues. Imaginez une innovation, un nouveau mot, eh bien il se propage comme une onde à la surface de l'eau. Et cette onde en croise d'autres, ce qui crée des dynamiques super complexes. C'est exactement ce qui se passe en ligne. Et cette viralité, en général, elle suit 3 grandes étapes. D'abord, l'innovation. Un mot apparaît dans un petit groupe, une communauté de niche. Ensuite vient l'imitation. D'autres personnes l'adoptent, ça se propage, souvent boosté par les influenceurs et les algorithmes. Et enfin, ça devient la norme. À force d'être répété, le mot s'installe et parfois il finit même par intégrer le langage de tous les jours. Mais il y a une autre dimension à tout ça, une dimension qui est absolument cruciale. Ce nouveau langage, il ne sert pas juste à communiquer, il sert aussi, et peut-être surtout, à dire qui on est. Quand on utilise un certain jargon, des abréviations précises ou même des hashtags spécifiques, en fait on envoie un signal. On dit « Hey, je fais partie de cette tribu, je maîtrise les codes ». Notre langage devient une sorte de badge d'identité. Et cette idée que la langue façonne l'identité, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Prenez l'écriture inclusive, par exemple, cette frise montre bien que les choix linguistiques ont toujours été des actes politiques. Il y a une époque où on a choisi d'imposer une règle grammaticale en la justifiant par la supériorité du mâle. Eh bien, les débats d'aujourd'hui sur des mots comme « ils » ou sur la formule « Madame la Première ministre » s'inscrivent dans cette très longue histoire de lutte pour la représentation par la langue. Maintenant, il y a un revers à la médaille. Quand ces langages de groupe se referment trop sur eux-mêmes, ça peut créer un phénomène assez problématique, ce qu'on appelle la chambre d'écho. Alors, une chambre d'écho, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un espace, souvent créé par les algorithmes des réseaux sociaux, où on ne voit que des idées qui confirment ce qu'on pense déjà. Le résultat? Nos convictions tournent en boucle, elles sont amplifiées, sans jamais vraiment être mises au défi par des points de vue différents. Et là, il y a un truc assez contre-intuitif. On pourrait croire que dans ces bulles, le langage devient hyper complexe, très codé. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Des études sur la désinformation montrent que le langage se simplifie. Il devient plus facile à lire. Et pourquoi? Parce que des idées simples, formulées simplement, sont plus faciles à digérer. Et, paradoxalement, ça les rend plus crédibles pour les membres du groupe. Et pendant que le langage se simplifie, les marqueurs d'identité, eux, s'intensifient. On le voit très clairement avec l'usage des hashtags qui devient beaucoup plus dense à l'intérieur de ces groupes. C'est un véritable cri de ralliement, une façon de consolider l'identité collective autour d'un message. Cet exemple, tiré d'un tweet lié à QAnon, est un cas d'école. On y retrouve un langage simple et direct, des pronoms de groupe très forts comme « nous » et « notre » pour souder la communauté, et en ennemi extérieur, clairement désigné, « eux ». C'est littéralement la recette parfaite pour renforcer la cohésion d'une chambre d'écho. Bon, pour finir, prenons un peu de recul. Parce que toute cette évolution a transformé le langage en un véritable et puissant outil d'influence. Et ce pouvoir, il est d'abord commercial. Aujourd'hui, certaines entreprises recrutent des influenceurs linguistiques. Leur mission, parler exactement comme une communauté, en utiliser tous les codes, le ton, le vocabulaire.
L'objectif, c'est de créer de la confiance, de raconter une histoire de marque qui semble authentique et, à la fin, d'orienter les décisions d'achat. Ce qui marche pour le commerce s'applique aussi avec encore plus de force peut-être dans la sphère politique. Cette carte thermique le montre bien. On voit une densité énorme de liens partagés au sein de communautés comme QAnon. Le partage massif de sources, même si elles sont biaisées, c'est une stratégie. Ça sert à construire une fausse crédibilité et à souder le groupe autour d'un récit commun. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que rien de tout ça n'est jamais anodin. Qu'on parle d'un simple mème ou d'un grand débat de société, ces changements linguistiques sont toujours le reflet d'une lutte pour le pouvoir et l'influence. En ligne, chaque mot peut devenir un étendard ou une arme. Et on reste donc avec cette grande question en suspens. Est-ce que cette évolution fulgurante de notre langage nous aide à bâtir des ponts, à créer de nouvelles communautés? Ou est-ce qu'au contraire, on est juste en train de construire des murs linguistiques de plus en plus hauts entre nous? La réponse, finalement, est sans doute un peu des deux.